L'anime commence en présentant un jeune homme nommé Yuki et son ami proche Yui. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants et vont même dans la même classe. Mais Yuki commence à se sentir bizarre à propos du calme de Yui autour de lui, ce qui a suscité des commérages parmi leurs camarades de classe. Malgré les rumeurs qui circulent, Yui reste indifférente, car elle pense qu'il est naturel que des amis d'enfance partagent un lien étroit. Elle remarque alors les longs cheveux de Yuki et plaisante sur le fait de lui raser la tête pour lui donner un aspect élégant. De manière inattendue, un symbole lumineux est apparu au centre de leur salle de classe, provoquant la panique dans toute la classe. Alors que tout le monde paniquait, Yuki affichait un sourire, laissant entendre qu'il savait quelque chose que les autres ne savaient pas. Soudain, les élèves se retrouvent dans un endroit étrange, plongeant tout le monde dans la panique sauf Yuki, qui semblait apprécier la situation. Alors que des créatures en armure se rapprochaient, semant le chaos, Yuki restait calme. Il a facilement vaincu l'une des créatures d'un simple geste du doigt, surprenant ses camarades de classe. Yui, confuse par ce qui se passait, était choqué, mais Yuki lui prit rapidement la main et l'emmena loin de là. Peu de temps après, ils tombèrent sur des soldats combattant des créatures démoniaques. Au début, il semblait que les soldats perdaient, mais ensuite des mages sont arrivés pour les aider. À ce moment-là, les camarades de classe de Yuki regardaient avec étonnement la bataille intense, tandis que Yuki lui-même était surpris, pensant que le conflit démoniaque était terminé. Yuki sentit bientôt la magie familière venant des démons. Ensuite, une habile chevalière nommée Elka apparut, demandant à tout le monde de rester en sécurité derrière les lignes de bataille. Un autre chevalier nommé Glenn arriva, demandant à Elka de le rejoindre pour combattre les démons. Sentant le danger, Yuki dit alors à Yui de rester près de lui pour être en sécurité. Peu de temps après, tous les élèves, y compris Yuki, sont emmenés devant le roi de Destinéa. Reconnaissant leur arrivée en tant que héros d'un autre monde dans son royaume. Le roi explique que la situation actuelle est similaire à ce qui s'est passé il y a 5 ans lorsque la guerre a commencé et que des héros d'un autre monde ont été convoqués. Après cela, la princesse de Destinéa révèle qu'un des anciens héros a réussi à arrêter la guerre et à apporter la paix, honoré par un monument érigé en sa mémoire. Poliment, la princesse demande aux héros convoqués, y compris au groupe d'élèves, d'aider le royaume de Destinéa à combattre les ennemis démoniaques. D'abord déroutés par cette demande soudaine et déconcertante, les élèves se demandent si des gens ordinaires comme eux peuvent vraiment se battre. Mais, craignant pour leur sécurité face aux démons s'ils restent au palais, ils acceptent à contre-cœur l'implication du roi. Peu de temps après, ils sont conduits dans une chambre élégante préparée par le roi. Pendant ce temps, Yuki promet à Yui de faire tout ce qu'il peut pour la protéger dans ce monde étrange. Le lendemain, les élèves masculins commencent à s'entraîner avec des épées en bois, tandis que les élèves féminins apprennent la sorcellerie. Yuki n'aime pas le dur entraînement qu'ils doivent suivre, ce qui lui vaut une réprimande d'Elka. Ignorant les règles, Yuki appelle Elka par son prénom, ce qui l'irrite. Bien qu'Elka lui dise d'être plus respectueux et d'arrêter d'être si décontracté, Yuki reste détendu, ce qui agace Elka. Elle met ensuite en garde Yuki sur le danger de leur monde et lui dit de s'améliorer grâce à l'entraînement. Mais Yuki n'est pas dérangé, il lance alors un défi à Elka. Alors qu'Elka fonce vers lui sur son cheval, en brandissant son épée, Yuki esquive facilement ses attaques. Pour plaisanter, il lui tape légèrement sur l'arrière-train, ce qui la fait trébucher. Cela fait réaliser à Elka quelque chose et elle commence à appeler Yuki par un autre nom, Setsu. Il s'avère que Setsu est le vrai nom de Yuki, et l'attitude d'Elka change lorsqu'elle l'apprend. Peu de temps après, Glenn arrive pour parler à Elka. Elle dit à Glenn que Yuki est en réalité Setsu. Au début, Glenn doute, mais il commence à y croire quand il voit le comportement d'Elka envers Yuki. Ensuite, il présente Yuki à une experte en magie nommée Ti, qui peut sentir l'aura magique de Setsu sans qu'on lui dise. Setsu félicite alors Ti pour ses incroyables capacités. Il s'avère que Setsu est un héros qui a disparu après la guerre il y a 5 ans et qui est maintenant ramené dans ce monde. Poursuivant leur conversation, cette fois-ci sur le mur du palais, Glenn et ses amis posent des questions à Setsu. Setsu explique son retour dans ce monde, les changements dans son apparence et pourquoi il a disparu après la guerre. Il dit que lors d'un combat avec quelqu'un nommé Thomas, il a asséné un coup puissant qui a provoqué une grosse explosion. Après cela, Setsu s'est retrouvé réincarné dans un autre monde en tant que Yuki, mais il se souvient toujours de tout en tant que Setsu, y compris de ses pouvoirs magiques. Setsu pose ensuite une question importante sur ce qui est arrivé à Thomas après sa disparition. Il soupçonne que Thomas pourrait être impliqué dans le conflit actuel en raison de sa capacité à contrôler l'énergie maudite, comme le démon qu'ils ont récemment affronté. Elka révèle qu'après la guerre, ils ont cherché partout Setsu et Thomas mais ne les ont pas trouvés. Ti pense que si Setsu est revenu, Thomas pourrait aussi être de retour. Avant qu'il ne puisse en parler davantage, un soldat interrompt, appelant Glenn à rencontrer le roi. Setsu réalise qu'il aurait dû être à la place de Glenn, mais sa disparition a fait que Glenn a pris sa place. Cependant, Setsu n'est pas sûr de vouloir cette responsabilité, car il prévoit de partir en voyage une fois la guerre terminée. Pendant ce temps,
Elka espère vraiment que la paix apportée par Setsu perdurera, craignant qu'elle ne soit perdue. Pendant ce temps, le roi de Destinéa ordonne aux dirigeants de se préparer à une attaque sur le pays des démons. Mais Glenn intervient, disant qu'il devrait être prudent et recueillir des informations avant d'attaquer. Cependant, la princesse l'interrompt, disant que les attaques démoniaques et l'arrivée de guerriers comme Setsu signifient qu'ils ont l'approbation divine. Avec les autres personnes importantes dans la salle qui sont d'accord avec elle. Peu de temps après, le roi de Destinéa dit qu'ils ne suivront pas le traité de paix que Setsu a proposé il y a 5 ans. Comme Setsu n'est pas là, le roi pense qu'il devrait reprendre le contrôle du monde, suivant la volonté divine. D'autre part, Setsu se faufile pour rencontrer Yui et loue ses compétences en magie du vent. Yui demande alors pourquoi il devrait utiliser la magie pour faire du mal et pourquoi il doit y avoir des conflits. Setsu la réconforte et répond que la magie peut être utilisée pour protéger au lieu de faire du mal. Après cela, Setsu retrouve ses 3 amis. Glenn dit à Setsu que la guerre est inévitable, malgré ses tentatives de la retarder pour former des héros. Entendant cela, Setsu est fermement en désaccord et déterminé à arrêter le conflit, surtout si Thomas est derrière tout ça. Glenn, Elka et Ti promettent de soutenir Setsu sans hésitation et de se battre à ses côtés. Mais Setsu les surprend en décidant d'aller seul dans cette mission, demandant à ses amis de protéger Destinéa pendant son absence. À la fin, ils acceptent de suivre l'initiative de Setsu et Setsu se sent satisfait alors qu'il se prépare à commencer sa mission. Le lendemain, les amis de Setsu l'accompagnent dans un endroit gardé où son équipement est conservé. Ti utilise alors sa magie pour les rendre invisibles, afin qu'ils puissent se faufiler. Elka prévoit alors de neutraliser silencieusement les gardes mais finit par les assommer trop fort, causant le chaos alors qu'il cache précipitamment les gardes inconscients dans une boîte. En même temps, Yui ressent la présence de Yuki alors qu'elle passe dans le couloir de l'entrepôt. Mais elle est occupée avec son entraînement et n'a pas le temps de l'approcher. À l'intérieur de l'entrepôt, Setsu et ses amis cherchent son équipement et trouvent son ancienne épée, Kuromaru. Mais ils sont bientôt interrompus par l'arrivée des gardes et la découverte de leurs collègues assommés dans la boîte. Sachant cela, Glenn et Ti élaborent un plan pour distraire les gardes afin que Setsu puisse s'échapper, tandis qu'Elka emmène Setsu à l'entrée principale du palais. Arrivé à l'entrée du palais, Setsu dit au revoir à Elka, mais Yui s'approche soudain de lui, lui demandant pourquoi il part. Elka essaie de réprimander Yui pour être impoli envers Yuki, qui est en fait Setsu lui-même. Mais Setsu balaie cela d'un revers de main, disant que cela n'a pas d'importance. Il dit à Yui qu'il a été convoqué de nouveau dans le monde de l'Eziki et révèle son vrai nom. Setsu dit qu'il veut retrouver ses anciens amis et aider dans la guerre. Entendant cela, Yui insiste pour l'accompagner, offrant son aide. Mais Setsu refuse, voulant la garder en sécurité comme il l'avait promis. Touché par la détermination de Setsu, Yui l'étreint et lui demande de fermer les yeux, faisant rougir Setsu en anticipant un baiser. Les yeux fermés, Setsu sent Yui utiliser sa magie pour couper ses longs cheveux avec des sorts de vent et de feu. Impressionné, Setsu complimente Yui, qui promet de s'améliorer encore. Setsu taquine alors gentiment son front du doigt, lui demandant de l'esquiver la prochaine fois. Après cela, Setsu continue son voyage pour retrouver son ancien ami. L'histoire montre ensuite le passé, où un homme nommé Juri, un vieux joaillier, se dispute avec ses clients. Malgré des offres tentantes, Juri refuse de vendre sa précieuse broche, valorisant son métier plus que l'argent. Confrontée à une possible arnaque, la petite fille de Juri, Ruri, intervient, chassant le fraudeur. Juri montre son dévouement à son travail, se souciant plus de sa fierté que de l'argent, bien qu'il soit excité à la vue d'une grosse somme d'argent. Jusqu'au jour où Juri décède, laissant un dernier souhait à Ruri de livrer un objet dans un pays spécifique. Dans le présent, Ruri est en voyage pour livrer la broche, elle rencontre alors des problèmes alors que son cheval résiste à avancer et qu'elle est attaquée par un gros monstre cochon. Au début, Ruri tente de parler au monstre et même lui offre de l'argent, mais le monstre n'écoute pas. Heureusement, Setsu arrive rapidement et bat rapidement le monstre cochon. Mais au lieu de le remercier, Ruri prend Setsu pour un voleur et dit qu'elle n'a pas d'argent, suggérant qu'elle pourra payer plus tard. Cependant, Setsu, étant gentil, dit qu'elle n'a pas besoin de payer. Comme Ruri croit que l'argent peut tout résoudre, influencée par son grand-père. Elle est surprise lorsque Setsu est en désaccord avec les idées de Juri. En voyant le visage de Setsu, Ruri se souvient d'un ancien client de Juri. Elle explique qu'elle n'avait pas prévu d'engager un garde du corps car elle est partie sans préparation. Quand Setsu s'apprêtait à conseiller Ruri sur les inconvénients de trop compter sur l'argent, elle l'interrompt. Lui demandant sa protection et promettant de le payer plus tard avec les bénéfices de ses futures ventes. Au début, Setsu hésite, mais il finit par accepter de l'accompagner, mais seulement jusqu'au port et refusant tout paiement. Alors que Setsu et Ruri se dirigent vers le port, Ruri se sent triste de laisser ses affaires derrière elle. Setsu lui rappelle alors qu'il est là en tant que garde du corps, pas en tant que livreur. Curieux de savoir ce qu'il y a dans le sac de Ruri, Setsu demande, mais Ruri refuse de lui dire en taquinant, gardant le secret. Lorsqu'ils arrivent au port, Setsu remarque qu'il est beaucoup plus animé que la dernière fois qu'il y était.
Ruri cherche un navire allant vers le continent démoniaque, mais tous les capitaines refusent de naviguer là-bas. Setsu explique que la guerre en cours rend les capitaines réticents à aller sur le continent démoniaque, ce qui surprend Ruri. Pourtant, elle continue d'essayer de trouver un navire, mais aucun des capitaines n'accepte de les emmener. Soudain, les inspecteurs du port s'approchent de Ruri et la réprimandent sévèrement. Malgré les cartes d'identification que Ruri leur montre, elle refuse de révéler ce qu'il y a dans son sac, ce qui rend les inspecteurs suspicieux. Ils menacent de fouiller de force, mais Setsu intervient, se déclarant courageusement le garde du corps de Ruri et arrêtant les inspecteurs. Cela rend les inspecteurs furieux, et ils sortent leurs épées, mettant en garde Setsu sur les conséquences. Mais Setsu n'a pas peur et reste ferme, prêt à faire face aux chevaliers arrogants. Alors que les gens se rassemblent pour regarder, les chevaliers décident de partir plutôt que de faire face à l'embarras public. Setsu plaisante alors sur la situation, mentionnant les luttes de Glenn avec ses subordonnés incompétents. Pendant ce temps, Ruri remercie Setsu pour son courage et lui propose de l'inviter à manger. Setsu explique alors à Ruri les limitations des chevaliers sans badge effectuant des fouilles non autorisées, l'impressionnant par ses observations perspicaces. Encouragé, Ruri essaie de trouver un navire pour leur voyage, mais Setsu lui dit que c'est trop cher. Cependant, Setsu trouve un moyen de soulager les inquiétudes de Ruri, la faisant sourire. Même si Ruri insiste pour rembourser Setsu, il refuse gentiment tout paiement, lui demandant seulement de se reposer. Ému par la gentillesse de Setsu, Ruri suggère de partager les frais de leur séjour, surprenant Setsu avec cette offre inattendue. Plus tard, à l'auberge, Ruri demande à Setsu de surveiller ses affaires pendant qu'elle prend un bain. Elle lui montre alors une broche fantaisie avec un sens spécial lié à son grand-père, Juri. Pensant aux enseignements de son grand-père, Ruri parle de l'importance du dévouement et du sacrifice. Elle reconnaît le défi de garder des objets de valeur en sécurité en raison de limitations financières. Heureusement, Setsu propose son aide, se montrant comme un héros. En examinant la broche, Setsu réalise qu'elle a un enchantement spécial destiné à protéger un démon nommé Deja. Inquiet pour Deja, Setsu réfléchit à ce que cela signifie pour la broche d'être endommagée. Alors que la nuit tombe, les chevaliers reviennent, pourchassant Setsu et Ruri, ce qui entraîne une évasion audacieuse par la fenêtre de l'auberge. Alors que Setsu reste calme, Ruri se sent submergé par la situation. Coincés par les chevaliers armés d'épées, Setsu et Ruri se retrouvent en danger sérieux. Mais soudain, un énorme dragon d'eau apparaît et les sauve. Voyant leur chance, Setsu et Ruri montent à bord du dragon d'eau nommé Levia et se dirigent vers le continent des démons sur le dragon. En même temps, Ruri est stupéfaite par ce qui se passe, réalisant qu'elle a désormais un protecteur incroyable. Alors qu'ils se rapprochent du continent des démons, Levia, également connu sous le nom de puissant seigneur de la mer, combat un monstre calamar géant. Setsu encourage alors bruyamment le combat. Au milieu de toute cette excitation, Ruri commence son voyage, émerveillé par les incroyables paysages qui l'entourent. Après avoir vaincu le monstre calamar, Setsu présente Ruri à Levia, lui montrant la véritable forme de la divinité. Bien que Ruri soit heureuse de rencontrer Levia, le dragon est contrarié avec Setsu pour ne pas l'avoir aidé dans le combat, car Setsu a seulement utilisé Levia comme un navire. Voulant savoir ce qu'il est advenu du calamar vaincu, Ruri découvre que Setsu l'a préparé pour le dîner. Étonnamment, Setsu montre ses talents de cuisinier en préparant de délicieux calmars frits avec la chair du monstre. Ruri et même Levia apprécient le repas, même si Levia préfère habituellement la nourriture crue. Pendant qu'ils mangent, Levia parle à Ruri du village de Vols, un village de pêcheurs voisins où vivent des démons, et du palais de la reine des démons, où il se dirige. Ce palais est l'endroit où vit la reine des démons, Deja Sereno, et c'est là que la broche doit être rendue. Cette nouvelle laisse Ruri visiblement stupéfaite. Alors que Levia se prépare à partir, Setsu intervient, lui demandant de venir avec lui rencontrer Deja, sachant que Levia est proche de la reine des démons. Bien que contrarié par les demandes persistantes de Setsu après 5 ans de séparation, Levia accepte finalement à contre-séure. Peu de temps après, un groupe de jeunes démons joueuses apparaît et taquine Setsu en parlant de relations, suggérant qu'il pourrait y avoir quelque chose de romantique entre Setsu et Levia. Amusés mais agacés par leurs commentaires, Setsu les fait taire en leur donnant des calmars frits, qu'elles adorent. Montrant sa gentillesse, Levia dit aux filles de prendre le reste des calmars dans leur village, gagnant leur admiration. Dans le village des démons, les pêcheurs étaient frustrés parce que la guerre et les effrayants monstres calamars rendaient la pêche difficile. Déterminés à régler le problème, les villageois ont prévu de combattre le monstre calamar. Mais Setsu les a surpris en offrant le monstre comme festin, apaisant leurs craintes et les stupéfiant. La nuit venue, les habitants du village de Vols ont célébré l'arrivée de Levia avec une grande fête. Pendant que Ruri vendait les calmars frits de Setsu, que tout le monde aimait pour leur délicieuse odeur et leur goût. Mais Vlad, le fidèle garde du corps de la reine des démons, a pensé que la fête était une attaque contre le village, provoquant la panique et le persuadant que les humains étaient responsables. Pendant la fête, Levia était perplexe face à Ruri, qui était ivre et parlait de Setsu et de Deja, la reine des démons.
Avec un sourire espiègle, Levia a commencé à raconter une histoire sur un combat légendaire qui s'était déroulé il y a 5 ans. Tout a commencé quand Setsu a bravement défié Levia, la puissante océan sans permission. Étonnamment, il a vaincu Levia d'un seul coup, l'impressionnant par sa bravoure alors qu'il lui demandait son aide pour mettre fin à la guerre. L'admiration de Ruri pour Setsu s'est transformée en étonnement lorsqu'elle a découvert qu'il était le héros légendaire qui avait réuni les rois et mis fin à la guerre il y a 5 ans. Apprendre le lien entre Setsu et Deja a encore plus surpris Ruri. Elle n'avait jamais imaginé que son garde du corps pouvait être une figure aussi héroïque. Après cela, Levia n'a pas pu contenir ses émotions et a révélé qu'après la guerre, Setsu lui avait demandé de maintenir la paix en mer. Elle s'est alors sentie frustrée lorsque Setsu a soudainement disparu et lorsqu'il est enfin revenu, il l'a juste traité comme un navire. Néanmoins, elle était heureuse de voir Setsu revenir après toutes ces années. Tant Levia que Ruri ont regardé Setsu devenir le centre d'attention pour les habitants excités. Ruri a remarqué l'affection de Levia pour Setsu, mais Levia pensait qu'en tant que souveraine de la mer, elle ne pouvait pas avoir de sentiments romantiques pour un simple humain. Malgré cela, elle a admis attendre avec impatience le retour de Setsu. Soudain, Vlad a interrompu, provoquant une scène et déclarant sa mission de protéger les démons contre les attaques humaines. Ce qui a confondu les petites filles et remis en question les actions de Vlad. Plus tard, Levia se tenait près de la plage, veillant sur Ruri qui dormait paisiblement, après avoir apprécié le poisson frais. Vlad s'est approché de Levia, s'excusant sincèrement pour sa perturbation précédente. Surprise de voir Levia dans sa forme humaine, Vlad a reconnu Setsu quand il est arrivé. Submergé, Vlad a supplié Setsu de l'aider à sauver Deja. Ce qui a confondu à la fois Setsu et Levia quant à la situation de Deja. Vlad a expliqué que Deja était forcé d'épouser un homme nommé Terran. Au début, Levia a pensé que ce pourrait être une bonne chose, mais Vlad a rapidement précisé qu'il s'agissait en fait d'un mariage forcé par une malédiction. Selon Vlad, Terran avait donné à Deja un puissant collier maudit au lieu d'une bague de mariage. Setsu a trouvé cela intéressant, se demandant quel contrôle ce collier pouvait avoir sur quelqu'un d'aussi puissant que Deja. Vlad a continué en disant que les humains avaient attaqué en envoyant une grande armée de soldats blindés de Destinéa. Même si l'armée démoniaque avait gagné, une armée envoyée par Deja à Destinéa n'était pas revenue. Après l'attaque, Terran est apparu et a profité de l'hésitation de Deja à combattre. Setsu s'est interrogé sur la force de Terran et Vlad a expliqué que Terran était aussi puissant que Setsu. Cependant, Ruri a interrompu, révélant que Terran n'était pas seulement puissant mais aussi le plus riche marchand du monde et le chef d'une grande compagnie commerciale. Terran avait beaucoup d'influence sur l'argent et les biens, causant des problèmes à ceux qui dépendaient de lui pour le commerce pendant la guerre entre les mondes. Vlad doutait également des revendications de Terran, car tant les humains que les démons avaient besoin de commerçants pour la guerre. Setsu a deviné que Deja avait accepté les demandes de Terran dans l'espoir de mettre fin au conflit. Setsu exprima alors sa frustration envers les généraux démons, y compris Vlad, qu'il pensait ne pas faire grand-chose. Cependant, Levia défendit Vlad, disant que tout le monde, y compris Vlad, faisait sa part pour maintenir la paix à sa manière. Et Levia fut surprise par la loyauté inébranlable de Deja envers Setsu malgré sa disparition soudaine. Comprenant la gravité de la situation, Setsu déclara qu'il était temps pour lui et Levia d'agir. Avant de partir, Vlad leur dit que la date du mariage était encore incertaine, leur donnant ainsi une chance de persuader Deja. Il leur donna également les indications pour le palais et les avertit du puissant garde du corps de Terran. Peu de temps après, Setsu et Levia se dirigèrent avec enthousiasme vers le palais de Deja, se remémorant leur rencontre passée. Levia demanda à Setsu quel était son plan une fois qu'il serait arrivé au palais, et Setsu répondit avec confiance qu'il avait l'intention de vaincre Terran et d'arrêter son mariage avec Deja. Il soupçonnait que quelqu'un était derrière tous ces événements. Setsu croyait que la guerre n'était pas aléatoire mais soigneusement planifiée. Il partagea avec Levia que le royaume de Destinéa avait également été attaqué par l'armée de géants blindés, les faisant penser que le continent démon avait commencé la guerre. Setsu informa également Levia que l'armée de géants blindés n'avait aucune allégeance ni envers les démons ni envers les humains. En entendant cela, Levia promit solennellement d'utiliser tout son pouvoir pour éliminer ceux qui étaient responsables du déclenchement du conflit. L'histoire révèle ensuite le passé de Deja. Après avoir vécu longtemps, Deja se rend compte que le monde s'est éloigné de ses idéaux. Néanmoins, elle plaidait constamment pour être une souveraine bienveillante et la légitime dirigeante du continent des démons. Jusqu'au jour où Deja est vaincu par Setsu, un héros humain. À sa surprise, Setsu choisit de ne pas mettre fin à sa vie mais propose plutôt de discuter. Il offre également à Deja un magnifique broche symbolisant la paix, disant qu'elle lui convient parfaitement. Submergé de gratitude, Deja fond en larmes de joie alors que la présence de Setsu valide sa longue lutte. Setsu est déterminé à mettre fin à tous les conflits et à établir une paix durable. Cependant, Deja entend finalement des nouvelles selon lesquelles Setsu a disparu, et personne à Destinéa ne sait où il se trouve. Se tenant près de la fenêtre, Deja accepte la possibilité de ne jamais revoir Setsu, mais elle reste engagée à tenir sa promesse envers lui et à maintenir la paix.
5 ans passent, et Deja, en tant que reine des démons, se promène paisiblement dans la ville avec son fidèle assistant, Vlad. Elle est impressionnée par les progrès impressionnants de la ville. Cependant, pendant leur discussion sur la guerre en cours, Deja remarque une fissure dans sa broche, ce qui lui cause une certaine inquiétude. Malgré cela, Deja reste optimiste, ignorant l'état de la broche dû au passage du temps. Sachant cela, Vlad suggère alors de porter la broche à Juri, le célèbre joaillier de Destinéa, pour la réparer. Pendant ce temps, un membre de la communauté démoniaque signale une intrusion du territoire de Destinéa près de la côte. Vlad commence à douter des chances de paix, mais Deja reste inébranlable dans sa conviction. Elle refuse de considérer la possibilité ne serait-ce qu'un instant. Deja soupçonne alors qu'il se passe quelque chose de secret. Rassemblant ses troupes, elle leur ordonne de se préparer au combat, tandis que Jeune et Lumina se dirigent vers Destinéa pour une reconnaissance secrète. Alors que Deja regarde par la fenêtre, elle réaffirme son engagement à tenir sa promesse envers Setsu, quelles que soient les circonstances. L'armée démoniaque avance, prête à affronter l'armée de géants redoutables de Destinéa. La confiance en l'humanité commence à faiblir, mais il compte sur Deja, la forte reine des démons, pour les guider à travers ce défi. Cependant, un mois entier passe sans aucune nouvelle de Jeune et Lumina ni aucune communication de Destinéa. Deja devient de plus en plus anxieuse, craignant de ne pas pouvoir tenir sa promesse envers Setsu. Au milieu du chaos, Terran, un marchand du pays humain, arrive. Avec son charme, il propose de mettre fin au conflit. Cependant, Terran lui impose une condition de paix selon laquelle elle doit l'épouser. Voyant à travers ses intentions de la contrôler, Deja refuse, malgré les paroles flatteuses de Terran sur sa beauté. Terran révèle un collier avec une énergie sombre, mais Vlad conseille à Deja de décliner l'offre. Pourtant, Deja, fermement décidé, demande du temps pour réfléchir. Alors que Terran part, Deja sent la pression monter. Seul, Deja pense à Setsu, se demandant si accepter la proposition de Terran est fidèle à son engagement. Peu de temps après, Vlad entre, l'incitant à rejeter Terran et à rallier un soutien pour leur cause. Malgré son désir d'éviter davantage de violence, Deja accepte à contre-ségur les conditions de Terran, comprenant les sacrifices nécessaires pour la paix. Pendant ce temps, Terran rentre chez lui, discutant avec une figure mystérieuse de leur plan réussi. Il se demande pourquoi la figure est obsédée par le royaume démoniaque mais reste concentrée sur la conquête de l'envoûtante Deja. Dans le présent, le jour du mariage de Deja et Terran. Des gens des mondes démoniaques et humains se rassemblent pour y assister. Même le garde du corps secret de Terran vient, ce qui attire l'attention de tous. Peu après, Deja entre dans la salle captivant les cœurs de tous. Ensuite, Terran exhibe fièrement un collier spécial, l'appelant sa promesse de mariage. Il parle de promesses de paix et de grands rêves, comme c'est courant lors des mariages. Alors que Deja se prépare à promettre d'être la femme de Terran, elle ne peut s'empêcher de penser à Setsu, sentant qu'elle doit tenir sa promesse envers lui. Mais juste au moment où les choses se tendent, Setsu se présente, prêt à confronter Terran. Sachant cela, Terran prend peur et ordonne à ses gardes d'attaquer Setsu, mais ils ne sont pas de taille pour le Via, qui les arrête facilement. Pourtant, la personne mystérieuse décide d'agir, utilisant une magie maudite qui arrête le Via. Cependant, Setsu retire rapidement le sort, surprenant la personne mystérieuse. Sans tarder, Setsu vainc l'ennemi mystérieux, le mettant à terre. Au milieu du chaos, Setsu plaisante sur le fait d'avoir inquiété Deja. Mais la personne mystérieuse persiste et tente d'attaquer à nouveau, seulement pour que Setsu l'arrête facilement. Malgré sa défaite, la personne mystérieuse se sent soulagée en sachant que Setsu est revenu. Réalisant que la personne mystérieuse est sur le point de s'échapper, Setsu lui permet de partir, croyant qu'ils se reverront. Submergée de sentiments, Deja serre Setsu dans ses bras, laissant enfin aller le désir qu'elle avait depuis 5 ans. Lorsque Deja examine les gardes de Terran, elle découvre qu'ils ne sont que des produits de magie maudite. Avec ses sens aiguisés, Setsu examine le collier de mariage de Terran et ressent la puissance magique de Thomas en lui. Suspicieuse et déterminée, Deja promet d'aider Setsu à stopper les plans de Thomas. Setsu révèle alors son plan de rencontrer Regulu, le roi des bêtes, soupçonnant l'implication de Thomas dans des complots contre lui. Bien que Deja soit d'accord, elle sent que Setsu doit partir en urgence. En disant au revoir, Setsu lui souhaite la paix. Pendant ce temps, le Via n'est pas contente d'être utilisée comme monture par Setsu sans repos depuis la veille. Peu après, Vlad et Ruri arrivent au palais. Vlad est inquiet en voyant que les environs du palais sont légèrement endommagés. Pendant ce temps, Ruri veut offrir une broche à Deja, mais Deja insiste pour que ce soit Setsu qui le fasse. Setsu accepte gracieusement, ouvrant la boîte et offrant à nouveau la broche à Deja comme symbole de paix. Plus tard, Terran est arrêté comme suspect dans l'incident. Peu de temps après, Setsu entame un voyage avec le Via vers le royaume des bêtes. Bien que Deja veuille les accompagner, elle sait qu'elle doit rester en tant que reine des démons et veiller sur son pays. D'autre part, Ruri choisit de rester sur le continent démoniaque pour démarrer son activité commerciale. Après leurs adieux, Setsu et le Via commencent leur voyage.
L'histoire revient ensuite au passé de Setsu en tant que Yuki avant d'être invoqué dans le monde Isekai. Yuki est une personne calme et pleine de doutes qui habite à côté de Yui. Bien que Yuki refuse souvent les invitations de Yui à sortir, Yui rend quand même souvent visite à Yuki car ils habitent à proximité. Ils étudient même ensemble et grandissent ensemble au fil du temps. Malgré la distance apparente de Yuki, Yui le considère comme une personne gentille. Lorsqu'ils entrent au collège, Yui voit une affiche sur une prestigieuse école secondaire et veut y aller, espérant être à nouveau avec Yuki. Alors qu'ils se préparent à prendre des chemins différents, Yui demande à Yuki ce qu'il pense de l'école secondaire. Yuki conseille à Yui de ne pas trop se concentrer sur le fait d'aller dans la même école et met en garde contre le fait de se pousser à entrer dans une institution prestigieuse. Yui se sent triste après avoir entendu les paroles de Yuki, tandis que Yuki est confus par sa tristesse. Après avoir terminé leurs examens de fin d'études du collège, Yui se sent encore pire quand elle obtient de mauvaises notes. Sur le chemin du retour, des fauteurs de troubles s'approchent de Yui et lui suggèrent d'arrêter d'étudier pour la nuit et de sortir avec eux pour se détendre. Peu après, Setsu apparaît et fait fuir les fauteurs de troubles, qui le prennent pour le petit ami de Yui et s'enfuit, effrayé. Setsu conseille alors à Yui de ne pas se pousser trop fort. Touché par la gentillesse de Setsu, Yui est presque au bord des larmes, mais Setsu la réconforte en lui tapotant la tête et lui promettant de l'aider dans ses études. Ravi, Yui chérit ce moment et veut rester avec Setsu pour toujours. Dans le présent, les héros invoqués continuent leur entraînement difficile. Lors d'une session, les capacités magiques de Yui impressionnent Elka. Après l'entraînement, tandis que les autres rentrent chez eux, Yui décide de suivre Elka et Glenn, pour voir s'ils sont vraiment amis avec Setsu. Glenn confirme leur longue amitié avec Setsu, impressionnant Elka avec la capacité de Setsu à charmer les gens, y compris Yui et même Elka elle-même. Inspiré par le voyage de Setsu pour la paix, Yui demande courageusement à Elka un entraînement spécial, voulant se tenir aux côtés de Setsu. Voyant la détermination de Yui, Elka l'emmène au sommet du mur du palais et révèle que les actions héroïques de Setsu ont entraîné l'ère de paix actuelle. En même temps, Setsu continue de travailler pour la paix. Elka promet de le soutenir sans faille, prête à l'aider chaque fois que nécessaire. Comprenant les conseils d'Elka, Yui veut surmonter ses propres limitations et demande un entraînement spécial à Elka, ce qu'Elka accepte. Peu après, il commence une séance d'entraînement où Elka met Yui au défi lors d'un combat difficile. Les progrès significatifs de Yui se manifestent pendant le combat intense, faisant sourire Elka de fierté. Pendant leur entraînement, Elka remarque les capacités remarquables des gens venant d'autres mondes. Mais elle souligne à Yui l'importance de ne pas se fier uniquement à la force. Emmenant Yui dans un sous-sol sombre rempli de monstres, Elka lui présente le terrain d'entraînement final pour les chevaliers. À sa grande surprise, un énorme monstre crocodile apparaît. D'abord effrayé, Yui rassemble son courage, motivé par son dévouement envers Setsu, et affronte le monstre crocodile. Après avoir vaincu la créature, Yui se sent comblé de joie et d'accomplissement, se délectant de sa victoire. Mais le monstre crocodile est toujours en vie. Il surprend Yui avec une attaque soudaine, lui causant une douleur significative. Cependant, Yui riposte avec une contre-attaque encore plus forte, envoyant le monstre voler. Malgré cela, Yui hésite à achever la créature. Sentant l'incertitude de Yui, Elka intervient, prenant une décision décisive et battant rapidement le monstre crocodile. Après le combat intense, Elka dit à Yui que pour protéger les autres, elle doit apprendre à vaincre les ennemis sans hésitation. Elka voit le doute comme la faiblesse de Yui et l'encourage à le surmonter. Le lendemain, Yui réfléchit au combat de la veille, perdu dans ses pensées. Soudain, Ti apparaît et commence à guérir les blessures de Yui. Ti réprimande alors Elka pour avoir mis en danger la sécurité de Yui au combat. Cependant, Yui défend les actions d'Elka, disant qu'elle a choisi de se battre. Ti confesse ensuite son amitié avec Yui et admet qu'elle ne comprend pas entièrement l'ancien monde de Setsu. Mais Ti remarque à quel point Setsu se soucie de Yui, tout comme ses sentiments envers Elka, Glenn et elle-même. Ti admet qu'elle ne peut pas expliquer pleinement la détermination à Yui mais voit l'amour dur d'Elka comme une tentative de se lier d'amitié avec Yui. Pendant leur conversation, Ti demande à Yui pourquoi elle est impatiente d'accompagner Setsu malgré les dangers. Yui sourit et dit qu'elle veut rendre à Setsu sa protection et son soutien passé. Encouragée par la détermination de Yui, Ti offre des paroles d'encouragement avant de partir, avec elle. Ka à proximité écoutant. Ti assure à Elka que Yui est assez forte pour se débrouiller seule au combat mais reconnaît les risques accrus lorsqu'elle est avec Setsu et le groupe. Comprenant les inquiétudes d'Elka, Ti souligne que la décision finale appartient à Yui. Plus tard, Yui parle à Glenn de ses expériences et Glenn lui assure que hésiter à prendre une vie est normal. Yui demande à Glenn pourquoi il se bat, et il lui dit qu'il préfère se battre que de voir les autres souffrir. Il dit que la détermination est la même pour tout le monde mais se manifeste différemment chez chaque personne et il espère que Yui trouve sa propre détermination. Le lendemain, tout le monde est impressionné par la force accrue de Yui pendant l'entraînement. Yui demande alors l'aide d'Elka dans le sous-sol. Elka se demande pourquoi Yui veut y retourner, mais Yui insiste sur le fait qu'elle est prête à affronter à nouveau le monstre crocodile.
Malgré l'avertissement d'Elka de ne pas se pousser trop fort, Yui insiste pour montrer sa détermination. Avec une attaque puissante, Yui bat rapidement le monstre crocodile. Impressionné par la nouvelle force de Yui, Elka reconnaît sa détermination. Mais Yuki précise qu'elle a seulement neutralisé le monstre crocodile sans le tuer. Yui promet de ne jamais abandonner et d'éviter de prendre des vies. Elka est surprise par la réponse de Yui, qui lui rappelle les croyances de Setsu. Elle loue la forte détermination de Yui et dit que les efforts tièdes sont inutiles. Yui jure de devenir assez forte pour tout protéger sans tuer. Le lendemain, tous les héros de l'autre monde se rassemblent comme l'a demandé Glenn. Glenn les met en garde de se préparer mentalement et physiquement car le roi de Destinée a prévoit d'attaquer le palais de la reine des démons le lendemain matin. Pendant ce temps, Setsu et Levia voyagent tranquillement vers le royaume des bêtes, profitant de la nourriture et de la détente. Au début, Levia veut se téléporter, mais elle explique les défis de la magie de téléportation, alors ils choisissent de prendre un carrosse. Peu après, leur carrosse s'arrête soudainement, et Setsu et Levia se préparent à une rencontre significative. À leur grande surprise, ils rencontrent deux femmes démons cherchant un moyen de transport. Setsu accepte d'aider, mais l'une d'elles, Alice, reconnaît Setsu comme son professeur de combat secret. Setsu est surpris et essaie d'expliquer le malentendu. Alice présente ensuite sa sœur, Amel, à Setsu, révélant leur lien familial. Setsu commence à comprendre lorsqu'Alice demande des explications sur son absence de 5 ans. Après avoir expliqué sa situation, Setsu leur parle de sa détermination à arrêter le plan maléfique de Thomas. Bien que Setsu considère d'abord Alice comme une compagne, il apprend qu'elle ne peut pas le rejoindre en raison de ses propres devoirs importants. Alice parle de ce qui s'est passé après la disparition de Setsu. Elle a pris des missions de chasse aux monstres pour s'entraîner. Une fois, elle a été envoyée pour vaincre un dragon ennuyeux qui terrorisait un village. Alice est ensuite restée avec une villageoise nommée Amel, qui l'a accueillie chaleureusement et partagé un repas. Amel a parlé à Alice de sa sœur aînée disparue, qui a disparu lorsque le dragon est apparu. Alice a compris la situation d'Amel et a promis de la soutenir, comme une grande sœur. Ils se sont préparés pour la chasse au dragon, et Alice a fabriqué une potion anti-monstre. Elle a dit à Amel de rester en sécurité à la maison pendant la mission. Avant de partir, Amel a montré à Alice un beau papillon, promettant de lui présenter sa sœur aînée à son retour. En atteignant le village déserté après le départ du dragon, Alice a parlé à Setsu des villageois mystérieusement disparus. Alors que Levia pensait que cela pourrait être dû à des nécromanciens ou à des dragons invisibles transformant les gens en zombies, Setsu avait une idée différente. Il pensait que des farfadets malicieux pourraient être responsables, utilisant des illusions pour tromper les autres. Bien que Levia ne le prenne pas au sérieux au début, elle a commencé à considérer cette possibilité. Plus tard, toujours préoccupée par la comparaison avec le dragon, Levia a pensé que peut-être des sirènes malicieuses avec leur voix envoûtante avaient attiré les villageois. Mais Setsu a fait remarquer qu'ils étaient loin de la mer, donc les sirènes étaient peu probables. Amel a mentionné que les créatures marines ont une odeur distincte, rendant leur implication douteuse. Après avoir exclu les sirènes et les créatures marines, Setsu a évoqué l'idée d'extraterrestres, basée sur ses connaissances d'un monde précédent où ils enlevaient des humains en utilisant des ovnis. Mais Levia n'était pas d'accord, disant que les extraterrestres n'existent pas dans leur monde. Elle n'a pas non plus aimé être comparée à un dragon, rappelant à tous qu'elle est la déesse de la mer, malgré toute ressemblance avec les dragons. Quand leur carrosse s'est arrêté à cause d'une inondation de la rivière, ils ont attendu que l'eau baisse et ont continué leur discussion. Levia pensait que les monstres pourraient être attirés par l'énergie magique manipulée, car la magie peut attirer les créatures. Ensuite, Setsu a demandé à Alice des explications sur la disparition des villageois. Disant qu'il est peu probable que des humains disparaissent sans laisser de traces et suggérant la magie de téléportation comme explication possible. Setsu propose une idée différente, disant peut-être que la disparition des villageois attire les dragons, et non l'inverse. Il pense que la magie de téléportation pourrait libérer des bouffées d'énergie magique, comme une cloche pour les dragons. Mais Alice dit que contrôler une telle magie est difficile et nécessite beaucoup de préparation. Setsu change de sujet en demandant à propos des nouvelles personnes dans le village il y a 2 ans, découvrant qu'il s'agissait d'Amel et de sa sœur. Amel pense que les extraterrestres pourraient être derrière les disparitions, ce qui fait qu'Alice est d'accord, voyant Amel comme une possible victime. Setsu se souvient qu'Amel peut détecter les monstres marins comme Levia et se demande si Levia peut se déguiser en humain et cacher son énergie magique efficacement. Se sentant piégée, Amel révèle qu'elle est en réalité un dragon et admet avoir kidnappé les villageois. Même si Alice se sent embarrassée de ne pas avoir compris plus tôt, Setsu lui demande de se battre avec lui. Elle crée des ouvertures pour ses attaques tandis que Levia enchante son épée pour aider Setsu à détourner les attaques d'Amel. Finalement, Alice porte un coup fatal à Amel, la faisant disparaître. Avec la victoire assurée, Setsu poursuit son voyage avec Levia, naviguant à travers les mers. Mais il décide de laisser Alice derrière lui, croyant qu'elle peut mener à bien sa propre mission. Setsu fait confiance aux capacités d'Alice, sachant qu'elle est capable de remplir ses responsabilités.
Ils ont chacun leur propre chemin à suivre, dédié à l'accomplissement de leurs objectifs et à la recherche d'une solution pacifique. Pendant ce temps, lorsqu'Alice retourne au village d'Amel, elle pense à leur passé ensemble. À sa grande surprise, Amel apparaît soudainement. Amel explique qu'Alice ne pouvait pas la sentir à cause de son manque de sens olfactif. Amel parle des odeurs uniques de ses dragons, révélant que celui qu'Alice a vaincu faisait partie de sa portée. Elle admet qu'elle est en réalité Meluar, une magicienne sous les ordres de Thomas, et dit que les villageois ont été enchantés en soldats magiques pour la guerre. D'autre part, au royaume des bêtes, Shironeko est chaleureusement accueillie par les habitants, qui lui donnent beaucoup de nourriture, ce qui la rend très heureuse. Reconnaissante pour leur gentillesse, Shironeko promet de les rembourser. Mais alors qu'elle avance, elle a du mal à porter tous les cadeaux qu'on lui a donnés, se sentant submergée. Lorsqu'elle atteint enfin sa maison où sa sœur malade Mineko est, Shironeko réalise la gravité de la maladie de Mineko et le manque de traitements efficaces. Pendant ce temps, Setsu arrive dans un port pour trouver un navire pour les emmener à la capitale du royaume des bêtes. Il voit que Levia est fatigué d'avoir nagé pendant 3 jours et 3 nuits. Malheureusement, il n'y a pas de navire disponible immédiatement. Setsu convainc Levia de reprendre sa forme originale, malgré son agacement d'avoir nagé si longtemps. Heureusement, un capitaine leur promet un navire prêt le lendemain, ce qui soulage Setsu. En même temps, Shironeko s'approche de Kuroinu pour demander un remède pour la maladie de Mineko. Traité avec gentillesse par Kuroinu, Shironeko reçoit des encouragements pour ses efforts pour aider Mineko à aller mieux. Cependant, Kuroinu confie à Shironeko une nouvelle mission, qui consiste à se débarrasser de Setsu. En retour, Kuroinu promet assez d'argent pour couvrir les dépenses de Mineko pendant 1 an, soulageant les soucis financiers de Shironeko. Avec le fardeau financier levé, Shironeko accepte avec enthousiasme la tâche. Peu de temps après, Setsu et Levia arrivent à l'auberge de Kuroinu, où ils rencontrent par hasard Shironeko alors qu'elle sort de sa chambre. Kuroinu leur offre gentiment un endroit où rester, ce que Setsu et Levia acceptent. Pendant ce temps, Shironeko rentre chez elle pour s'occuper de Mineko. À sa grande surprise, Mineko porte un collier similaire à celui maudit que portait déjà auparavant. Alors que la nuit tombe, Setsu et Levia dorment paisiblement, ignorant le danger qui les guette. En même temps, Kuroinu parle à Shironeko, lui rappelant d'éliminer Setsu dès que possible. Mais avant de commencer sa mission, Shironeko demande à Kuroinu si elle peut l'appeler sœur, reconnaissante pour sa gentillesse et son attention. Shironeko souhaite une vie paisible avec Kuroinu et Mineko dans un endroit sûr. Avec tendresse, Kuroinu accepte de laisser Shironeko l'appeler grande sœur. Cependant, Kuroinu souligne l'importance d'achever rapidement la tâche pour épargner à Mineko davantage de souffrance. Déterminée à accomplir sa mission, Shironeko entre dans la pièce avec détermination. Mais à sa grande surprise, Setsu disparaît soudainement. Avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, Setsu frappe Shironeko par derrière, l'envoyant voler à travers la fenêtre. Setsu interroge alors Shironeko sur sa connexion avec les forces de Thomas. Mais Shironeko dit qu'elle ne connaît pas Thomas et essaie de se défendre. Shironeko lance alors de la magie de boule de feu sur Setsu, mais il la dévie facilement. Inquiet pour la sécurité des personnes à proximité, Setsu se met en colère et assomme Shironeko d'un coup vif. Peu après, Levia vient vérifier l'état de Setsu, et ensemble, ils emmènent Shironeko chez elle, suivant la magie maudite émanant du corps de Mineko. Lorsque Shironeko se réveille, elle trouve Mineko saine et sauve derrière Setsu, ce qui la soulage. Setsu explique que Mineko n'est pas vraiment malade et que Shironeko n'a pas besoin de chercher des médicaments inutiles. Utilisant ses capacités spéciales, Setsu révèle la magie maudite à l'intérieur de Mineko, ce qui fait pleurer Shironeko et la supplie de sauver sa sœur. Setsu, déterminée à aider, sort son épée, avide, connue pour consommer les malédictions. Mais leur tâche est interrompue lorsque Kuroinu apparaît, essayant de les arrêter. Heureusement, Shironeko agit bravement, protégeant Setsu de l'attaque de Kuroinu. Alors que Setsu est absorbé dans son rituel d'absorption de malédiction, Kuroinu parvient à l'attaquer brièvement. Sentant le danger, Levia intervient, utilisant sa magie de l'eau pour repousser Kuroinu. Surprise d'apprendre que Levia est la déesse de la mer, Kuroinu peine à comprendre pourquoi elle se rangerait du côté des humains. Ils argumentent violemment, Kuroinu suggérant que Levia serait plus dangereuse sur Terre. Essayant de prendre l'avantage, Kuroinu invoque des ombres sombres pour engloutir Levia. Mais Levia reste calme et dissipe les ombres avec sa magie de l'eau, mettant Kuroinu en difficulté. Kuroinu piégé, Levia décide de ne pas la vaincre, mais de lui extirper des informations importantes à la place. Cependant, Kuroinu refuse de donner des informations et disparaît sans laisser de traces. Avant de partir, Shironeko s'avance, exigeant des réponses. Elle veut savoir pourquoi Kuroinu a agi comme elle l'a fait. Sur un ton moqueur, Kuroinu rejette l'utilisation de Shironeko de la qualifier de grande sœur, la trouvant désagréable. Pourtant, elle révèle le plan maléfique de Thomas. Où Thomas veut devenir un dieu et anéantir toutes les races du monde. De manière choquante,
Kuroinu admet qu'elle a été une fidèle partisane de Toma tout ce temps. Après cela, Kuroinu disparaît en utilisant un artefact mystérieux. Cependant, Mineko est enfin libérée de la malédiction de Toma et guérie. Setsu est choqué par les plans maléfiques de Toma. Mais si Toma veut vraiment apporter la destruction dans le monde, Setsu est déterminé à l'arrêter, quoi qu'il en soit. Le lendemain, Setsu et Levia commencent leur voyage en bateau vers la ville de Regodol. Cependant, Levia se sent fatiguée car elle n'a pas bien dormi la nuit précédente. De l'autre côté de la rivière, Shironeko et Mineko apparaissent, désireuses d'aider. Elles veulent rendre l'appareil à la gentillesse de Setsu et pensent qu'avec le soutien de la race des bêtes, elles peuvent se faufiler discrètement dans la ville de Regodol. Shironeko veut aussi parler davantage avec Kuroinu, car elle a beaucoup de questions pour elle. Après réflexion, Setsu accepte leur plan, lançant leur aventure. Pendant ce temps, dans la capitale de Regodol, Regulu et d'autres figures importantes discutent du conflit en cours entre humains et démons. Certains suggèrent d'éradiquer les deux races avant qu'elles ne deviennent une menace. Tandis que d'autres se concentrent sur la protection de leur peuple et le respect de la dignité de la race des bêtes. Cependant, certains ne sont pas d'accord, arguant que mettre l'accent sur la dignité les affaiblit, et ils croient en des mesures proactives contre la puissante race des bêtes. Au milieu de ce débat, Regulu sent soudain Setsu et sa fille, Roa, à proximité. Rapidement, Roa se précipite pour rencontrer Setsu avec excitation. En même temps, Setsu atteint l'entrée du palais de Regulu mais fait face à la résistance de gardes têtus qui doutent de son lien avec Regulu. Cependant, Roa intervient et subjugue facilement les gardes. Elle embrasse chaleureusement Setsu, montrant son affection longtemps cachée. Conduisant Setsu chez son père, Roa continue de le tenir affectueusement. Elle est curieuse de savoir pourquoi Setsu est absent depuis 5 ans et lui pose des questions à ce sujet. Après cela, Regulu accueille chaleureusement Setsu, heureux de voir sa force durable malgré son absence. Pendant ce temps, les responsables du royaume des bêtes apparaissent ivres, et Regulu commente le changement d'apparence de Setsu mais reconnaît son odeur familière. Regulu a hâte d'organiser une grande réception pour Setsu, y compris un duel. Cependant, Setsu décline poliment l'invitation, invoquant des affaires urgentes qui demandent son attention. Il révèle l'implication de Toma dans le conflit et cherche le soutien discret de Regulu en tant qu'allié. Entendant cela, Roa se porte volontaire, se proposant comme représentante pour son père. Voyant les capacités de Roa, Regulu est d'accord, reconnaissant le potentiel de collaboration entre Roa et Setsu. Peu de temps après, Lugé arrive et refuse de soutenir Setsu uniquement parce qu'il est humain. En tant que général du royaume des bêtes et fiancé de Roa, Lugé croit fermement en l'indépendance de la race des bêtes et doute de la loyauté de Setsu. Cependant, Roa défend Setsu fermement, affirmant son importance dans ses plans et affirmant son autorité sur Lugé. En colère contre la position de Roa, Lugé défie Setsu en duel, le présentant comme un test de l'honneur de la race des bêtes. Regulu, appréciant le drame, déclare que le vainqueur épousera Roa, ajoutant un rebondissement inattendu. Malgré ses doutes, Setsu accepte le duel, comprenant la nécessité de gagner le soutien de la race des bêtes pour sa mission. Pendant ce temps, Regulu en profite pour s'excuser auprès de Setsu pour les complications survenues. Setsu, cependant, balaie toutes les inquiétudes, ne montrant aucun signe de préoccupation. En revanche, Roa exprime avec audace son souhait que Setsu devienne son mentor, un sentiment partagé par Shironeko et Mineko. Levia, saisissant l'occasion, réprimande Shironeko et Mineko, les exhortant à ne pas ajouter au défi de Setsu, démontrant sa capacité à maintenir l'ordre au milieu des événements en cours. Plus tard dans la soirée, Roa tente de raisonner avec Lugé, espérant le persuader de renoncer au duel. Elle souligne la grande différence de compétences entre Lugé et Setsu, suggérant qu'il serait sage pour la race des bêtes de reconsidérer. Cependant, Lugé reste obstiné, déterminé à défendre l'honneur et la dignité de sa race à tout prix. Il révèle une marque de malédiction qu'il a placée, capable d'augmenter sa puissance en fonction de ses émotions. Malgré les risques, Lugé est prêt à se sacrifier ainsi que sa fierté pour protéger Roa. Cette révélation laisse Roa triste en rentrant chez elle, luttant avec la réalisation que Lugé ne valorise pas vraiment sa présence. Son égoïsme la déçoit car elle espérait un partenaire qui prioriserait son bien-être. Le prétendu désir de Lugé de protéger Roa semble davantage enraciné dans l'intérêt personnel, ignorant ses sentiments et ses besoins. C'est une vérité difficile à accepter pour Roa. Le lendemain, alors que le duel entre Lugé et Setsu approche, l'atmosphère est chargée d'anticipation. Lugé, estimé en tant que général du royaume des bêtes, reçoit un soutien enthousiaste de la foule. En revanche, Shironeko et Mineko encouragent fervemment Setsu, montrant leur excitation. Levia, comme d'habitude, reste indifférente aux événements, concentrée sur ses collations. Avant le début du combat, Roa s'approche de Setsu pour lui offrir des encouragements, ce qui irrite Lugé, faisant briller de façon inquiétante sa marque de malédiction. Avec Regulu signalant le début, la confrontation se déroule. Lugé lance une attaque rapide, que Setsu esquive habilement, reconnaissant l'agilité de Lugé.
En réponse, Lugé déclenche une puissante attaque à longue portée, facilement bloquée par Setsu d'une seule main. Setsu provoque astucieusement Lugé pour qu'il déchaîne toute sa puissance, sachant comment manipuler son adversaire. Enragé, Lugé subit une transformation, se transformant en une créature semblable à un loup massive. Roa met en garde Setsu contre la force accrue de Lugé dans cette forme de bête. Néanmoins, Setsu vainc rapidement Lugé d'un seul coup décisif, le rendant impuissant. Tandis que Roa, Shironeko et Mineko célèbrent leur victoire, Levia reste impassible, savourant son maïs grillé. Setsu informe ensuite Lugé de son plan de solliciter l'aide de Roa dans les affaires de guerre, mais Lugé refuse d'admettre sa défaite, devenant plus furieux. Soudain, la marque de malédiction de Lugé s'active, inondant son esprit de souvenirs de regarder Roa s'entraîner avec Setsu de loin. Sous l'influence de la malédiction, Lugé subit une transformation radicale, devenant plus grand et plus musclé. Il lance une autre attaque sur Setsu, le projetant en l'air. Reconnaissant la marque de malédiction comme l'œuvre de Thomas, Levia lance une épée à Setsu. Malgré la soumission de Lugé à la malédiction, son corps continue de se détériorer, mais il persiste à attaquer Setsu. Néanmoins, Setsu coupe facilement le bras de Lugé, mettant fin au conflit. La situation empire lorsque le bras de Lugé se régénère miraculeusement. Roa essaie de le calmer, mais Setsu intervient rapidement, méfiant du danger potentiel que pose la malédiction de Lugé. Armé de l'épée à vide, Setsu se prépare à affronter la malédiction de Thomas tête baissée. Étonnamment, Thomas lui-même se montre, vainquant rapidement Lugé d'un seul coup. Il explique qu'il a épargné à Setsu la peine de traiter avec Lugé et exprime son désir ardent pour lui. Thomas s'excuse de ne pas avoir pu rendre visite à Setsu dans l'autre monde mais est confiant dans son retour, ce qui se produit effectivement. Cependant, consumé par la colère, Roa maudit Thomas pour la disparition de Lugé. Thomas rejette alors Roa en tant que femelle bête et menace sa vie. À un moment crucial, Setsu intervient, ordonnant à Thomas de s'arrêter. Thomas rit devant la rare manifestation de défiance de Setsu, remarquant sa propension à protéger les autres en plus de lui-même. Il exprime son désir d'éliminer quiconque pourrait rivaliser pour l'affection de Setsu, quelle que soit leur race. Dans sa vision tordue, Thomas s'imagine lui-même et Setsu comme des dieux, vivant en harmonie une fois que tout le reste est perdu. Setsu reste ferme, insistant sur le fait que Thomas doit respecter sa promesse de ne pas nuire aux individus innocents. Il le prévient que s'il rompt cette promesse, il le vaincra à nouveau. Cependant, Thomas se contente de rire et affirme que le monde est déjà plongé dans le chaos et le conflit, doutant de la capacité de Setsu à sauver tout le monde. Avec ces mots menaçants, Thomas disparaît, laissant derrière lui la détermination de capturer Setsu. Après l'incident, Setsu s'approche de Regulu et insiste sur le fait que ce n'est pas le moment de pleurer ou de désespérer. Il exhorte la race des bêtes à se rendre rapidement sur le continent des démons pour contrecarrer les plans de Thomas. Regulu informe Setsu que les préparatifs pour le navire vers le continent des démons seront terminés d'ici le lendemain. Et l'armée du royaume des bêtes partira après avoir fait les arrangements nécessaires. Pendant ce temps, Roa fait face au chagrin de la mort de Lugé. Sentant sa tristesse, Setsu console Roa, lui rappelant que même si le deuil est important, l'action est nécessaire dans le présent. L'histoire révèle alors ce qui s'est passé il y a 10 ans, dévoilant les origines de Setsu et Tima. Originaires du monde réel, ils ont été convoqués dans le monde Eziki par le roi de Destinéa, qui les voyait comme des sauveurs envoyés par Dieu. Setsu a trouvé la convocation soudaine troublante et a désapprouvé le fait d'être chargé de responsabilités sans comprendre leur nouveau monde. Cependant, ils ont dû se conformer à la place du monde Eziki, commençant par la nécessité de devenir forts. En même temps, Thomas craignait les batailles dans ce monde étrange, craignant de tuer ou d'être tué. Setsu l'a encouragé à affronter les défis ensemble, en donnant la priorité à la survie. Malgré sa conviction que tout irait bien tant qu'il resterait en vie, les préoccupations de Thomas ont amené Setsu à réfléchir à la moralité de la violence. Il a promis de trouver des solutions au conflit sans recourir à la violence, une idée que Tima trouvait irréaliste. Néanmoins, Setsu a promis de protéger Thomas et est resté déterminé à atteindre leur objectif. Setsu a finalement décidé de voyager à travers le monde pour découvrir la source du problème. Avant de partir, Thomas a promis de continuer à s'entraîner et à aspirer à la force. Étonnamment, Thomas a tenu sa promesse et est devenu un chevalier, obtenant le titre de héros argenté. Ses disciples admiraient ses compétences et espéraient qu'il deviendrait général et dirigerait Destinéa. Thomas était fier de sa réussite, réalisant enfin son engagement envers Setsu. Un beau jour, Thomas et ses fidèles ont attaqué un temple habité par des démons. Ils ont rapidement vaincu les défenses démoniaques, remportant une victoire éclatante. Alors qu'ils se préparaient à partir, Thomas a remarqué une étrange statue parlante sans tête. Cette statue a commencé à parler de l'inutilité des individus faibles. À la surprise de Thomas, elle prétendait connaître son cœur, le décrivant comme rempli de jalousie, de haine et de faiblesse. Au début, Thomas n'était pas sûr de comprendre ce que disait la statue parlante, pensant que c'était ridicule. Mais ensuite, il s'est intéressé lorsqu'elle a laissé entendre qu'elle savait ce que Thomas voulait vraiment,
lui faisant se souvenir de la promesse qu'il avait faite avec Setsu. Se demandant d'où la statue tirait ces informations, Thomas y a réfléchi. La statue lui a ensuite offert le pouvoir de réaliser ses souhaits. En quittant le temple, Thomas a vu que ses fidèles étaient vaincus, ce qui était vraiment dur pour lui. Peu de temps après, un messager est venu avec la nouvelle qu'il y avait maintenant la paix. Le roi de Destinéa a ordonné à tous d'arrêter de se battre car des ambassadeurs de paix étaient en route. Tandis que Thomas réfléchissait à ce que cela signifiait. Au même moment, un carrosse élégant arriva avec Setsu et des dirigeants de différents groupes. Ils se rendirent au palais et signèrent un accord de paix, marquant le début d'une nouvelle ère de paix et d'amitié. Pour célébrer, ils érigèrent un monument symbolisant la paix, rendant tout le monde très heureux, et Setsu fut loué comme un héros pour ce qu'il avait fait. Peu de temps après, Thomas alla voir Setsu et lui dit qu'il avait accompli de grandes choses. Ils discutèrent, mais ensuite, Elka et ses amis demandèrent à Setsu de se joindre à la fête. Thomas voulait continuer à parler, mais se sentait incertain. Finalement, il demanda à Setsu s'il pensait avoir tenu sa promesse envers lui. Il lui dit comment il avait œuvré pour la paix partout, mais parfois il entendait des voix qui le tentaient de retourner dans le monde réel. Thomas demanda à Setsu s'il voulait quitter le monde des Iki avec lui. À la tristesse de Thomas, Setsu refuse son offre. Il veut profiter de la paix dans le monde des Iki. Thomas se sent blessé, comme si ses efforts ne comptaient pas. Soudain, une voix étrange qualifie Thomas de faible, disant qu'il est rempli de doutes et d'envie. Cela met Thomas en colère, et il jure de détruire toutes les races pour revenir à la façon dont les choses étaient. Setsu est confus par les paroles de Thomas. Mais Thomas insiste pour qu'il prenne soin de lui-même. Il met en garde contre quiconque essaie d'arracher Setsu à sa paix, sous peine de conséquences. Cela rend Setsu déterminé à arrêter les plans de Thomas. Ils se battent avec acharnement, lançant des rafales d'énergie. Soudain, Setsu disparaît, retournant dans son monde. Peu de temps après, Thomas retourne au temple, l'air blessé et fatigué. Il est contrarié que le pendentif n'ait pas exaucé ses vœux. Il le jette et voit qu'il brille, montrant un laboratoire secret effectuant de mauvaises expériences. Thomas décide d'être un héros, détruisant le laboratoire et libérant les personnes piégées, comme Kuroinu et Meluar. Il les rassemble, suggérant qu'ils forment un groupe pour lutter contre le système injuste qui les a blessés, prêt à semer le chaos et à changer les choses. Dans le présent, lorsque le continent des humains est prêt à attaquer le pays des démons, Ti ressent la présence de Thomas là-bas, sachant qu'elle provoque le chaos. Mais Ti n'est pas sûr si elle devrait dire la vérité, craignant que les gens ne la croient pas et pensent qu'elle espionne. Malgré cela, Yui croit que Setsu viendra les sauver. Elka prend alors les choses en main, disant qu'ils doivent attendre Setsu et se protéger jusqu'à ce qu'il arrive, voulant garder tout le monde en sécurité. Alors que les combats se poursuivent, Glenn dirige quelques héros dans une action intelligente, attaquant depuis un endroit caché. Il leur dit de ne pas poursuivre les ennemis en fuite ou de blesser qui que ce soit plus que nécessaire, sachant qu'il est mauvais de causer des dommages supplémentaires. Dans tout ce chaos, l'un d'eux se met à pleurer parce qu'elle se sent effrayée et impuissante. Yui intervient pour la réconforter, lui disant de se concentrer sur le fait de rester en sécurité et de trouver un abri, car la survie est la chose la plus importante. Plus tard, les autres héros capturent un démon, mais Yui les empêche de blesser quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Il n'est pas juste de faire du mal à quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Mais quelqu'un se moque de la gentillesse de Yui. Soudain, des monstres menés par Alice arrivent et commencent à semer le chaos, attaquant à la fois les humains et les démons. Elle cagelle les gros monstres pour que Glenn puisse les vaincre. Mais lorsqu'ils sont battus, ils se révèlent être des humains. Avant de comprendre ce qui s'est passé, Meluar apparaît et appelle Alice, qui était contrôlée. Elka se met en colère et essaie d'attaquer Meluar, mais Alice l'en empêche. Meluar invoque des créatures étranges faites de son propre sang. Mais les héros ripostent, Elka en gelant une et Glenn utilisant sa force pour en vaincre une autre. Même Yui surprend tout le monde en battant un monstre semblable à un lézard. Alors que Meluar ordonne à ses monstres de tuer les héros, Glenn arrête Alice et protège tout le monde. En même temps, Elka frappe Meluar, pensant que c'est la revanche pour jouer avec des vies. Mais Meluar survit à l'attaque. Elle révèle qu'elle a été créée dans un laboratoire avec beaucoup d'organes, conçus comme une arme. Se souvenant de Thomas, Meluar décide de détruire le monde au nom de Thomas. Elle combine sa magie avec un chimère pour lancer sa plus puissante attaque, se sacrifiant pour détruire le monde. Même si Ti, Elka et Glenn se battent avec ardeur contre Meluar, ils commencent à se sentir très fatigués et faibles. Juste quand les choses semblent mal tourner, Alice attaque soudainement Meluar par derrière, changeant le cours du combat. Alice se met à pleurer, incapable de finir Meluar. Puis, quelque chose de bizarre se produit pour elles deux. Elka et Glenn aident rapidement Alice, essayant de la mettre hors de danger. Mais les choses se compliquent encore lorsqu'une autre version de Thomas apparaît, faisant face aux héros fatigués. Même s'ils sont fatigués, Yui reste fort, croyant que Setsu viendra bientôt, sentant sa présence. Avec son ami Léomore, Thomas fait des ennuis, ciblant Yui. Mais Yui refuse d'abandonner, utilisant la magie pour protéger ses amis,
pendant que Setsu se prépare à combattre Léomore. Lorsque Léomore suggère que Setsu ne protège que les personnes faibles, Setsu n'est pas d'accord, affirmant qu'il croit en la protection de tout le monde. Peu affecté par la réponse de Setsu, Léomore devient encore plus déterminé à causer une destruction généralisée. Au même moment, Kuroinu apparaît et commence à semer le chaos parmi les humains. Même si Mineko et Shironeko tentent de discuter pacifiquement, Kuroinu refuse d'écouter, pensant que leurs efforts sont faux. Le combat s'aggrave, avec Mineko qui porte un coup fort, mais Kuroinu riposte violemment, montrant qu'elle a été améliorée et blessant Shironeko. Au milieu de tout cela, Kuroinu attaque à nouveau, faisant tomber Shironeko. Elle qualifie le lien entre Mineko et Shironeko de malédiction. Mais Shironeko se relève et, avec Mineko, utilise leur mouvement fusion sister, montrant la force de leur lien. Shironeko se bat avec talent, battant Kuroinu et remportant le combat. Pendant ce temps, l'assistant de Toma, Pirdo, attaque l'armée humaine. Roa intervient, rassemblant les humains et leur disant de battre en retraite, espérant l'aide du royaume des bêtes. Pirdo, fier de son corps robuste issu d'expériences illégales et remerciant Toma, fait face à la colère de Roa. Roa est furieuse contre les plans maléfiques de Toma et décide de l'arrêter et de ramener la paix. Pirdo parle alors de ses idées tordues, disant que des personnes comme eux devraient obtenir ce qu'elles veulent. Mais Roa ne l'accepte pas et attaque Pirdo. Mais surprise, son attaque ne fonctionne pas. Pirdo riposte, blessant la jambe de Roa avec sa balle d'acier magique. Malgré sa blessure, Roa continue de se battre, affirmant que la dignité de la race des bêtes est la plus importante, même si cela signifie sacrifier des vies. Avec une forte détermination, Roa continue d'attaquer Pirdo. Même si elle est touchée par ses balles d'acier, elle ne s'arrête pas, avançant sans abandonner. Au début, Pirdo trouve cela amusant, mais ensuite il commence à montrer des signes de faiblesse alors que les attaques de Roa l'affaiblissent. Il tente de riposter avec des attaques épineuses, mais Roa continue d'avancer, brisant les épines. Enfin, Roa inflige une blessure importante à Pirdo. Étonnamment, Pirdo décide d'aider Roa avec ses blessures. Voyant comment Roa se bat pour la dignité de son peuple, cela change l'opinion de Pirdo. Roa demande pourquoi Pirdo soutient Toma, le poussant à admettre qu'il se voit comme un monstre, ne valant pas la peine d'être considéré. Maintenant, il dit à Roa de continuer à se battre pour la dignité. Pendant ce temps, Setsu se fait prendre par la technique d'ombre de Léomore dans leur combat. Même s'il est piégé, Setsu esquive les attaques de Léomore et riposte. Il dit à Léomore de renoncer, disant qu'impliquer Toma dans leur combat n'aidera pas. Setsu admet que Léomore pourrait être plus fort que lui. Alors, Léomore revêt une armure magique puissante pour se protéger, affirmant qu'elle peut absorber l'énergie de Setsu. Mais Setsu reste calme, sachant que l'armure a un point faible. Il utilise sa magie pour attaquer Léomore de loin. Soudain, l'armure se brise sous l'attaque de Setsu et il met en garde Léomore d'arrêter de se battre, mais Léomore ne renonce pas. Disant qu'il ne se soucie plus de sa vie et pourrait trouver la paix en mourant au combat. Alors, Setsu bat Léomore d'un coup puissant à la tête. Au palais de Doja, Levia trouve un Doja heureux alors que les forces de Toma sont en train de perdre. Soudain, Toma apparaît, vainquant les gardes du palais. Il dit que le monde sera détruit quoi qu'il arrive et utilise sa magie pour piéger Levia et Doja. Juste au moment où Toma est sur le point de les tuer, Setsu intervient pour l'arrêter. Il commence à se battre, avec Toma attaquant Setsu avec de la magie, mais il esquive facilement. Ensuite, Toma frappe Setsu par derrière, le blessant. Même si Setsu s'affaiblit, il continue de se battre avec des épées. Setsu désarme Toma et le frappe. Mais Toma n'est pas impressionné et transforme son épée en pistolet, tirant sur Setsu. Pendant ce temps, Setsu continue de riposter, sans avoir peur des attaques de Toma. Il projette Toma dans les airs. Même si l'attaque au pistolet de Toma échoue, Setsu utilise son épée Greedy pour l'arrêter. Setsu attaque ensuite Toma avec une forte magie et lui suggère de se rendre maintenant que ses forces sont en train de perdre. Mais Toma se met en colère, se souvenant des moments où Setsu l'a ignoré. Furieux, Toma utilise sa technique ultime, attaquant Setsu de toute sa puissance. Il attaque également les amis de Setsu pour le distraire et essayer de gagner. Les amis de Setsu agissent rapidement, utilisant leur magie pour créer un bouclier protecteur pour main. Et nier tout le monde en sécurité pendant le chaos. Setsu se concentre ensuite sur Toma, le frappant d'une attaque puissante. Après avoir été vaincu et en pensant à la promesse de Setsu de le protéger, Toma ressentit de nombreux sentiments différents. Il fut de plus en plus frustré en sentant le pouvoir émanant du pendentif de Setsu. Avec détermination, il invoqua une énorme arme de sniper, prêt à finir le combat. Setsu lutta contre l'attaque puissante de Toma, se retrouvant poussé sur le pont du palais. Toma rit, pensant qu'il allait gagner et battre son adversaire. Mais Setsu ne renonça pas. Il trouva la force de se relever, surprenant Toma. Il admit qu'il était plus fort maintenant, mais dit qu'il avait encore perdu quelque chose d'important. Avec un sourire fier, Setsu montra la puissance de sa magie en emprisonnant Toma dans une prison spéciale.
Il utilisa sa propre magie forte, similaire à celle de Thomas, pour remporter le combat. Alors que la neige tombait doucement, recouvrant les traces du grand combat, Thomas se réveilla et demanda à Setsu pourquoi il ne l'avait pas tué. Setsu expliqua calmement qu'il ne voulait pas lui faire de mal, mais se débarrasser de la magie noire en lui. En tenant sa promesse de protéger Thomas de la mauvaise magie, Setsu le fit pleurer de regret pour ce qu'il avait fait. Setsu réconforta Thomas, lui disant de faire face aux conséquences de ses actes sans abandonner la vie. Il croyait qu'il pouvait changer et devenir meilleur. Être dans la prison donna à Thomas une chance de réfléchir à ce qu'il avait fait de mal et d'essayer de le réparer. À l'intérieur de la prison, Thomas fut surpris lorsque Setsu et certains dirigeants de la communauté lui rendirent visite. Au lieu d'être sérieux, il portait des vêtements drôles. Regulu portait une combinaison à pois et un chapeau avec une hélice, tandis que Deja portait une cape brillante et tenait une baguette magique. Vêtu de ces vêtements uniques, Regulu révéla de manière spectaculaire la punition de Thomas. Il dit qu'il devait effectuer une grande téléportation pour renvoyer tous les étudiants dans leur monde. Thomas fut surpris par cette décision inattendue. Il n'avait jamais pensé qu'il aurait à utiliser sa magie pour une tâche aussi étrange. Deja, faisant tourner sa baguette avec habileté, expliqua pourquoi ils avaient choisi cette punition. En utilisant sa magie pour la téléportation, Thomas perdrait ses pouvoirs et redeviendrait un simple humain. C'était pour s'assurer qu'il ne pourrait plus causer de problèmes sur le continent. Mais Deja avertit que si Thomas retombait dans ses mauvaises habitudes, Setsu et les dirigeants devraient prendre des mesures sérieuses. Avec un air espiègle, Setsu admit qu'il avait imaginé cette punition. Thomas fut touché une fois de plus par le geste réfléchi de Setsu. Il ne put s'empêcher de verser des larmes de gratitude, reconnaissant la détermination de Setsu à le protéger, même d'une manière aussi inhabituelle. Parmi les vêtements drôles et les moments émouvants, Thomas réalisa qu'il avait une chance de réparer les choses. Il remercia Setsu, Regulu et Deja pour leur manière étrange mais sincère de lui donner une punition. Peu de temps après, Thomas envoie avec succès tous les étudiants chez eux en utilisant sa baguette de téléportation. Il dit au revoir à Setsu, qui s'apprête à commencer sa propre aventure. Mais alors, Elka devient émotionnelle et veut partir avec Setsu, mais elle se souvient qu'elle est une chevalière et a des devoirs à remplir. Peut-être aura-t-elle une autre chance de le rejoindre plus tard. Étonnamment, Yui décide de laisser son monde derrière elle et de rejoindre Setsu dans ses aventures. Les deux partent découvrir le monde, apportant le bonheur partout où ils vont. Setsu retrouve Levia juste à temps pour combattre un énorme monstre calmar. Setsu et Yui encouragent Levia tout en mangeant du popcorn. Après le combat, ils poursuivent leur voyage et trouvent Deja travaillant dur pour reconstruire sa ville après tout le chaos. D'autre part, Ruri dirige une entreprise prospère, vendant de délicieux calmars frits aux voyageurs affamés. Leurs aventures les mènent au royaume des bêtes, où ils sont chaleureusement accueillis par Roa, Mineko et Shironeko, qui occupent désormais des rôles importants dans l'armée. L'histoire se termine avec Setsu et Yui qui commencent leur voyage excitant, à la recherche des endroits les plus étonnants et magiques dans le Nouveau Monde. La leçon morale de l'histoire. Si vous voulez dire quelque chose, dites-le immédiatement, sinon vous finirez en prison avec des invités qui viennent habillés de chemises à pois et portant des baguettes magiques.